Lors de mon stage de deuxième année à l'AFJ, j'ai rencontré Xavier Ridon, mon tuteur de stage, qui est journaliste à la Clé des Ondes et veille à son bon fonctionnement, mais qui est aussi journaliste à Rue 89 Bordeaux. Nous avons pu discuter avec lui de la radio, son histoire, ses combats et ses engagements. Comment a été fondée la radio ? Dans quel but ? Alors la radio elle a été fondée en 81, en août 81, à une époque où il y avait toute une libération et une libéralisation en même temps des ondes par François Mitterrand qui venait d'arriver au pouvoir quelques mois avant. Il y avait tout un mouvement en France de radio dite pirate qui émettait avec vraiment du bricolage, en faisant des petits émetteurs, en essayant de ne pas être repéré par la police. Donc il y avait cette énergie, cette dynamique nationale sur les radios pirates. Et ici à Bordeaux, il y avait plusieurs radios de ce genre-là qui sont créées, dont la Clé des Ondes, qui elle a été fondée dans un garage par Marc Ducasse, qui l'a fait dans son propre garage. Voilà, et qui avait senti le coup venir qu'avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, il y aurait la possibilité que ces radios dites pirates puissent être légalisées. Et il avait juste, puisque elles ont été légalisées, autorisées sur la bande FM dans les mois qui ont suivi, les semaines qui ont suivi la création de la radio. Elle a été créée donc par Marc Ducasse, qui est un militant local, syndical et politique, et elle s'est fondée tout de suite sur cet esprit de radio des luttes, d'être la voix des sans-voix et d'être fondée autour du réseau des syndicats, des mouvements libertaires. Et donc rapidement elle s'est fondée autour de personnalités, en l'occurrence c'était paritaire et totalement, puisque c'était fait par 2 hommes, 2 femmes au tout début, qui étaient donc des militants syndicaux, 2 syndicats plutôt autogestionnaires. Donc à l'époque c'était la CFDT, avant qu'il y ait un grand basculement de la CFDT pour devenir un syndicat dit de réforme, mais souvent qui travaille main dans la main avec le patronat. Donc c'était une logique autogestionnaire qu'il y avait vraiment dans cette radio, avec l'esprit libertaire qu'il pouvait y avoir en clivage avec l'esprit socialiste ou communiste qui était, quoi. Voilà. Donc ça c'était l'idée principale. Alors pourquoi ça ? Parce que ça avait été très bien exprimé par l'écrivain et polémiste Jean Edernalier lors des élections, la première élection européenne sous Valéry Giscard d'Estaing. Il y avait des médias qui étaient vraiment, et tous les journalistes principaux de ces médias étaient aux mains vraiment du pouvoir, étaient ce qu'on dit aujourd'hui les chiens de garde, du pouvoir giscardien. Et quand arrive Mitterrand, il y a l'idée que beaucoup de canaux d'expression et de diffusion peuvent s'ouvrir. Une parole peut-être se libérer, notamment par les ondes, et donc il y a vraiment cette volonté d'aller à la conquête des ondes et pas de les laisser à des radios d'État qui avaient pu servir Giscard en son temps. Donc il y avait vraiment cette volonté, et après ça a été plus largement la radio des luttes, la radio des mouvements sociaux, des mouvements écologiques, mouvements féministes, des mouvements associatifs et culturels également. Parce qu'il y a une place qui est évidente pour faire émerger ces questions dans le débat public, et l'histoire de la radio a montré l'importance qu'il y a eu sur certains combats. Et du coup, aujourd'hui, maintenant qu'il y a des combats qui sont de plus en plus importants, quelle place prend la radio, notamment dans la lutte locale au niveau bordelais ? Historiquement, la radio elle a toujours beaucoup accompagné les luttes, à tel point qu'à un moment, je crois que c'était dans les manifs de 95, la radio avait un petit camion dans lequel elle transportait son matériel et diffusait sa musique dans la manif directement. Voilà, donc il y avait l'idée que on est dans les luttes pour raconter les luttes, mais on est aussi acteur, finalement, de ces luttes. Et aujourd'hui, c'est effectivement toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il y a une forte présence, par exemple, de la Clé des Ondes sur le combat des forts de Blanquefort, même quand les médias dominants n'en parlent pas. Nous, on reste présents. Sur les gilets jaunes, on essaie d'être présent. Alors, ce serait intéressant de re-questionner d'ailleurs ce truc des gilets jaunes, parce que toi-même d'ailleurs tu l'as vécu quand tu as fait ton stage. Il y a eu des vrais points de désaccord entre des militants syndicaux purs et durs qui étaient très méfiants à l'égard des gilets jaunes, et puis d'autres, dont je fais partie, qui étaient plutôt à dire c'est un mouvement social d'ampleur qu'il faut documenter, dans lequel il faut aller, Donc
L'idée, c'est toujours essayer de se positionner par rapport à un mouvement social, être la voix de ces mouvements sociaux au maximum. Donc on garde notre mission première là-dessus, c'est-à-dire que les gens qui font des émissions chez nous sont des acteurs associatifs ou des acteurs syndicaux. Donc dans leurs émissions émerge cette parole qui vient de ces combats directement. En étant la voix de ces combats-là, certains émettent des critiques en disant que on perd un petit peu la notion de neutralité journalistique. Qu'est-ce que tu pourrais leur répondre ? La neutralité journalistique, on voit actuellement avec le mouvement des Gilets jaunes sa grande limite. C'est-à-dire, un élu de la République, un député, se fait matraquer, son témoignage en atteste, les vidéos en attestent, et que lit-on sur les médias neutres ? Un député dit avoir été matraqué, entre guillemets. Le député cible le préfet. Donc, un basculement des responsabilités des gens. Ou même plus loin, et ça c'est France Info qui le fait, pour ce que je disais avant, c'était tous les principaux médias, mais France Info, il faut quand même le signaler, quand une vidéo sort montrant un député qui a sorti une manif, alors qu'il est de dos, alors qu'il quitte la manifestation à quelques pas de l'endroit où on fait cette interview, dans le cours Pasteur, alors que nous sommes ici, place de la Victoire, on voit clairement la vidéo d'un policier qui brandit une matraque et vient l'abattre sur le crâne et l'oreille, en l'occurrence gauche, du député. La vidéo est claire, quoi. L'image bouge parce que c'est un mouvement en action et la personne qui filme est également en train de bouger, mais on voit clairement la chose. Eh bien, France Info arrive à dire clairement dans son propos, dans son article, on voit un objet. On voit que le policier lève un objet qui ressemble à une matraque. Parce qu'il est évident qu'un policier peut lever sinon un concombre, un sabre ou un petit bout de bois, quoi. Voire un pied de chaise peut-être. Mais à partir du moment où la neutralité revient à nuancer les propos des victimes, c'est qu'il n'y a plus de neutralité, c'est qu'il y a un choix qui est fait, quoi. C'est dire la victime dit quelque chose certes, mais peut-être qu'elle se plaint pour rien quand même, quoi. Bon. Une autre chose à dire, c'est que on l'a vu récemment d'ailleurs avec le CSA, qui a publié un rapport très complet sur l'invisibilisation des classes populaires. Les ouvriers, les employés ont accès à, je crois, 17% du temps de médias, alors qu'ils représentent plus de 50% de la population. À la place, ceux qui sont surreprésentés, ce sont les cadres, ce sont les patrons. Donc la voix des cadres et des patrons, elle est entendue sur tous les autres médias. Et là, on ne cherche pas à faire de la neutralité. Là, c'est majoritairement les cadres qui y sont surreprésentés. Nous, on part du constat inverse. Enfin, on part du principe inverse. C'est d'abord les ouvriers, les employés qui doivent s'exprimer. On pourra, dans nos questions, peut-être dire « Oui, mais le cadre ou votre patron, il dit ça ». Et dans ce cas-là, les gens réagiront. Donc, on peut être amené à questionner ce que, avec les mots du patronat. Mais l'idée, c'est pas de créer un faux débat qui n'a pas de sens, quoi. Qui aujourd'hui produit les richesses ? Ce sont les ouvriers, ce sont les employés. Donc c'est à eux qu'on va poser les questions en premier lieu. Ou à leurs représentants, quand ce sont des syndicats qui viennent parler à nos micros. Ou des associations qui viennent parler au micro pour parler des victimes qui ne peuvent pas s'exprimer. Mais on ne cherche pas à créer une fausse objectivité. On peut avoir une objectivité, une subjectivité peut-être bienveillante ou honnête qui permet de dire bon, voilà aussi ce que pense votre patron, qu'est-ce que vous en dites vous, quoi. Mais on ne va pas retourner, c'est pas le patron qui doit avoir une place prépondérante comme dans les autres médias. De toute façon, sinon on n'a aucune utilité. C'est une sorte de discrimination positive aussi. Ouais, si on veut, c'est vrai. Ouais. On peut dire ça. Et je crois d'ailleurs, toi-même dans tes questions, tu l'avais très bien fait, parce que quand tu avais interviewé Sud PTT, je ne sais plus par quelle manière tu l'avais fait, mais c'était très bien, quoi. Tu avais retourné les discours majoritaires qu'on emploie sur les séquestrations de patrons, etc., pour le mettre sur l'activité syndicale qui était séquestrée elle-même. C'est important de retourner ces codes-là, parce que
d'une part, c'est une manière d'informer qui est différente, et puis ça permet de se rendre compte de l'absurdité qui peut avoir lieu sur les autres médias, comme ce que j'exprimais là, soit pour le syndicat Sud PTT, ou ce que j'exprimais à propos de l'élu de la République, député qui se fait matraquer, mais entre guillemets, parce que ce sont que ses propos rapportés, quoi. Et du coup, tu as eu un parcours, tu es quand même passé par le service public au début, par Radio France. Et qu'est-ce qui t'a poussé, plus récemment, à t'engager aux côtés d'une radio un peu plus indépendante ? C'est que Radio France n'a pas voulu me garder. J'ai bossé pendant 2 ans et demi pour Radio France, avec des enjeux qui sont différents. Être une radio de service public, c'est quand même un enjeu qui est énorme sur le volet de l'information, de ce qu'on veut apporter. Donc c'était pas simple tous les jours, mais ça me plaisait quand même beaucoup. Et après, eux n'ont pas choisi de me garder. Alors ce qui s'avère, c'est que en étant particulièrement maltraité quand ils m'ont sorti, je me suis, pour ainsi dire, radicalisé, quoi. Et il m'a semblé important de s'engager un peu plus parce que j'ai vu en 2 ans et demi effectivement ce que c'était qu'un journalisme qui ne veut pas prendre parti, mais qui prend parti sans prendre parti, quoi, finalement, quoi. Être ni de droite ni de gauche, c'est être de droite, comme on dit. Donc ça, c'est la même chose, quoi. Pour les journalistes qui veulent faire de la neutralité, ils en font pas, quoi. Parce que c'est pas possible. Et il m'a semblé que pour informer, il fallait donc pouvoir offrir des regards différents et trouver les endroits où on peut donner ces regards différents. Donc ça a été, c'est sur un site internet rue 89 Bordeaux, mais également sur une radio associative qui a ses valeurs clairement exprimées, d'être l'écho de la chambre d'écho des mouvements sociaux, des mouvements écologistes, des mouvements féministes. Si tu devais aujourd'hui donner le plus gros point positif de la radio, qu'est-ce que ça serait ? C'est d'être unique dans le champ médiatique local. Il n'y a pas d'autre comparaison possible. Je ne mets pas à mal les autres radios associatives qui font un bon boulot. Je pense que 2 radios remplissent également des missions de service public qui ne sont pas remplies par l'audiovisuel public. Quand chaque semaine, je crois que chaque semaine ou peut-être toutes les 2 semaines, il y a un défenseur des droits qui est là pour accueillir les questions des auditeurs et recenser des grandes questions qu'ont les gens. Je trouve que ça, c'est une mission de service public que remplit une radio associative. Quand il y a RIG à Blanquefort qui va mettre en avant des portraits de personnes qui ont osé toute leur vie militer avec les risques encourus qu'il y a par rapport à cette militance et les victoires gagnées par ces personnes issues du peuple, je trouve qu'il y a là aussi une mission de service public qui n'est pas faite ailleurs. Nous, on a une présence particulière dans les mouvements sociaux qui fait qu'on est présent partout, quoi, ou au maximum. Toi, c'est ce que tu as vécu dans également ce que tu as fait quand tu es venu. On va traiter de plein de choses différentes, mais toujours dans l'idée de parler de mouvements sociaux que les médias, des fois, peuvent parler. Il n'y a pas de problème. Mais nous, c'est notre champ d'action, il est là, quoi. Il y a des mobilisations, quelque part, partout, on y va. Et on peut être même acteur de ces mobilisations, ça ne nous gêne pas, quoi. On ne cherche pas à créer une distance, forcément, entre la mobilisation et nous, pour garder, soi-disant, une objectivité qui n'existe pas, quoi. Donc moi, ce qui me rend fier de la radio, c'est son existence et cette voix qu'elle porte, qui est unique. C'était l'un des slogans... être une radio différente. Alors je ne pense pas que ce soit un objectif en soi être différent, parce que l'autre slogan qui moi m'intéresse, c'est être une radio populaire. Donc une radio qui est faite par le peuple, par des associations, par des gens qui sont dans le peuple, voilà, qui ne sont pas comme le sont les majeures parties des présentateurs de télé, des cadres, des classes intellectuelles supérieures selon les CSP et les catégories socio-professionnelles, mais qui sont issus de la population. Et pour le peuple, parce qu'on parle de ce qu'ils vivent, on parle de leur quotidien constamment, quoi. Voilà. Vous l'aurez compris, La Clé des Ondes, c'est une histoire qui a presque 40 ans. Une radio qui vit toujours et qui vivra toujours dans le cœur des militants bordelais.